Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Réfoy. Bonjour docteur Serge Rafale. Bonjour Nicolas. Le 5 octobre 2017 paraissait dans le New York Times une enquête portant sur des accusations de harcèlement sexuel contre le producteur de cinéma Harvey Weinstein. 10 jours plus tard, surgissait le phénomène, le tsunami MeToo. Nous avons assisté depuis à une véritable libération de la parole des femmes concernant leur rapport aux hommes, la séduction, la sexualité, le respect de leurs désirs, le plaisir, la zone grise du ni oui ni non, le consentement. Cet événement considérable a dévoilé l'ampleur des violences sexistes et sexuelles dans la société, mis fin à un long silence, questionné une société patriarcale et largement révolutionné les rapports hommes-femmes. Avec nous pour faire le point sur les conséquences de ce bouleversement sociétal, nous sommes heureux de recevoir le docteur Céline Causse. Bonjour. Bonjour, docteur Céline Causse, psychiatre, psychanalyste, sexologue qui, après avoir écrit sur la sexualité des dames en 2021, nous propose la sexualité féminine dans tous ses ébats. Vous nous proposez cette fois-ci son pendant, passez-moi l'expression, pour les messieurs, un ouvrage au titre explicite La sexualité masculine dans tous ses ébats, paru chez Fayard. C'est la première partie de Réfoy, l'entretien avec le docteur Serge Rafale. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Docteur Céline Causse, bonjour. Bonjour. Merci de votre présence là dans nos studios. J'ai pris beaucoup d'intérêt à lire votre ouvrage, clair, simple, précis, à la fois scientifique et grand public, ce qui prouve que ça n'est pas incompatible. Vous abordez les multiples aspects de la sexualité, rectifiant nombre de nos idées reçues et de nos fausses croyances, et répondant aux nombreuses questions que nous nous posons à présent. Nicolas a expliqué le contexte. Mais sa richesse même fait que nous n'aurons pas le temps de le feuilleter dans sa totalité. J'ai donc extrait arbitrairement quelques chapitres. La séduction à l'ère post-MeToo, le désir, les préliminaires, le baiser, l'érection, que vous allez commenter pour nos auditeurs et auditrices, la sexualité étant une affaire de couple. Alors, changement d'époque, le phénomène MeToo a repositionné l'homme face à la séduction et au désir de sa partenaire. Oui, ça c'est effectivement, ça c'est une donnée qui est assez récente, en fait avec la révolution de la sexualité féminine, c'est-à-dire des femmes qui vont de plus en plus réclamer du plaisir dans les rapports, se questionner sur leurs propres désirs, parce que pendant longtemps, les femmes ne se sont pas questionnées sur leurs propres désirs. Elles se sentaient comme devoir être disponibles pour le désir de l'homme. Donc, à un moment donné, là, avec la révolution MeToo, etc., et puis même les avancées sur la connaissance de la sexualité féminine, et notamment la redécouverte de l'anatomie du clitoris comme un organe qui est essentiellement interne, ça a repositionné la femme face à son plaisir, face à son désir. Alors donc forcément, pardon. Alors vous expliquez, Dr Causse, que la sexualité masculine a été primaire, simpliste, voire simplissime, c'est le terme que vous utilisez, un phénomène purement mécanique fondé sur la triade érection, pénétration, éjaculation. Le Graal à atteindre étant la pénétration vaginale. Exactement, en pensant que la pénétration allait produire un orgasme chez la femme. Alors que pas du tout. On sait aujourd'hui que non. C'est pas la pénétration en elle-même qui va permettre, pour l'immense majorité des femmes, d'obtenir un orgasme. Et la sexualité masculine a été considérée pendant très longtemps comme quelque chose de purement mécanique, alors qu'on sait aujourd'hui que c'est quasiment autant psychologique que la sexualité féminine. Vous expliquez, vous dites que le modèle sexuel prédominant chez les hommes est malheureusement aujourd'hui toujours hérité de la pornographie. Malheureusement, oui. Ça donne beaucoup de fausses croyances et beaucoup de préjugés pour la sexualité masculine. Et vous expliquez, les dames sont de plus en plus nombreuses à réclamer une sexualité moins pénétrative. En tout cas, plus orientée vers ce qui peut leur donner à elles un orgasme et du plaisir. Je ne dis pas que la pénétration ne donne pas de plaisir aux femmes. L'immense majorité des femmes a envie de pénétration. Mais ce n'est pas que ça qui va permettre de leur donner un orgasme. Et cette nouvelle donne est vécue par les messieurs comme une pression supplémentaire, l'obligation de donner du plaisir à sa partenaire, sans forcément bien savoir comment s'y prendre. Exactement. Et dans une société
où on met beaucoup de pression sur la performance, globalement, hein, pas que dans la sexualité. Et les hommes vont avoir cette pression supplémentaire de donner du plaisir à leur femme. Alors il faut leur enlever tout de suite cette pression-là. Ce n'est pas eux qui vont lui donner du plaisir à la femme. C'est la femme qui va pouvoir prendre son plaisir grâce à la relation. Pour la sexologue que vous êtes, la sexualité est évidemment abordée essentiellement dans le cadre de la relation à la femme et presque toujours vue sous l'angle des difficultés. Alors, on va bien évidemment en parler, mais on va commencer peut-être par évoquer la séduction, phase qui pose à présent de nombreux problèmes aux hommes qui ne savent plus comment s'y prendre pour séduire une femme, entamer une relation amoureuse. Oui, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la séduction en tant que telle. Alors, il y a toujours cette idée de comment faire, le consentement, etc. Mais je pense que vraiment, pour l'immense majorité des gens, le consentement est à peu près clair. C'est-à-dire que ça ne pose pas de problème de savoir quand on séduit une femme ce qui est globalement consenti ou pas. Alors, moi, vraiment, je ne pense pas que ça pose problème. Globalement. Après, effectivement, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui veulent qu'on respecte leur désir. Mais c'est ça qui se joue aujourd'hui. C'est le respect du désir de la femme. Quelques chiffres, vous dites pour 86% des Français, la séduction est ce qui fait le charme d'une rencontre. Et c'est un prélude indispensable à la relation amoureuse pour 82% d'entre eux. C'est ça, on a tous envie de séduction. La séduction, ça fait partie de la vie, ça fait partie du désir, ça fait partie de l'énergie vitale. On a envie de séduire. La séduction ne mène pas forcément à une relation intime, qu'elle soit sexuelle, etc. C'est pas forcément que sexuelle, la séduction. Ça peut être juste avoir envie de plaire. Vous dites pour 71 des Français, c'est aussi de la galanterie et c'est un art pour 58% d'entre eux. Voilà, et ben c'est pas moi qui le dis, ce sont les études. Les chiffres, et oui, les chiffres le disent. Oui, effectivement, c'est pas que la sexualité, la séduction, loin de là. Alors, sur les critères biologiques, vous dites de nombreux auteurs montraient que le choix du partenaire de vie n'était peut-être pas dû au hasard. Tout à fait, peut-être. Alors ça, c'est vrai qu'il y a plein d'études scientifiques sur ça, qui datent de quelques années maintenant, qui ont montré que c'était pas forcément le fruit du hasard. Déjà, il y a une homogamie, c'est-à-dire qu'on choisit son partenaire dans le même milieu dans lequel on est, c'est-à-dire le milieu social, le milieu professionnel. La plupart des rencontres aujourd'hui, même aujourd'hui avec les applications de rencontres, la plupart des rencontres ont lieu dans le milieu professionnel. Les frontières sont plutôt culturelles, c'est ça? Voilà, culturelles, sociales, géographiques parfois aussi. Qu'est-ce qui intervient dans les critères physiques de la séduction? Qu'est-ce qui plaît le plus aux hommes? Vous dites la vue, c'est le premier facteur d'excitation Alors, il y a eu des études qui ont montré, des études en IRM, etc., qui ont montré que ce qui provoque l'activation des zones cérébrales responsables de l'excitation sexuelle chez l'homme, ce sont les zones visuelles. Donc, dans la plupart des cas, effectivement, l'homme a une excitation qui est visuelle. Ce qui va entraîner un corollaire direct, c'est que l'homme a une excitation qui est plus simple et plus facile d'accès que la femme. Parce que l'homme, il suffit qu'il voit sa copine ou sa compagne se déshabiller devant lui pour être excité. Ce qui n'est pas du tout le cas des femmes et ce qui explique aussi une bonne part du décalage de désir dans les couples qui durent. Alors, dans la séduction à l'ère post-MeToo, on est obligé d'en parler, il n'a échappé à personne que les rapports en matière de séduction sont en train d'évoluer. Tout à fait, c'est en train d'évoluer. C'est en train d'évoluer parce qu'il y a une certaine égalité qui est en train de se mettre en place, avec la possibilité aussi pour les femmes d'être dans la séduction et sans être forcément taxées comme il y a 20, 30, 40 ans de nymphomanes, par exemple. Beaucoup de femmes qui étaient dans la séduction, qui étaient considérées comme nymphomanes, quoi. Aujourd'hui, non, on peut être dans la séduction et se sentir assez libre de l'être. Le désir, Dr Causse, c'est ce qui pose le plus de questions aux couples qui viennent consulter en sexologie. Ça, c'est vraiment la première cause de cette consultation des couples, c'est le décalage de désir dans le couple. Un qui a plus envie que l'autre. De plus en plus, on voit des couples arriver avec la femme qui a plus envie que l'homme. J'étais très, très étonné, très surpris en lisant votre livre. Vous dites que le besoin sexuel n'existe pas. Tout à fait.
La sexualité n'est pas de l'ordre du besoin. Vous dites que l'absence de relations sexuelles n'a jamais rendu personne malade. Ni tuer personne, alors que l'absence de nourriture, oui, l'absence d'eau, oui. Enfin, vous voyez, ce n'est pas de l'ordre du besoin. Il existe plusieurs types de désirs sexuels. Ça, c'est important. Vous dites d'une part le désir spontané qui existe chez 75% des hommes et le désir réactif qui apparaît après une phase d'excitation. Tout à fait. Et alors même, en réfléchissant à cette question, parce que ça, ce sont des données d'une sexologue américaine qui s'appelle Emily Nagoski, sur le désir spontané et le désir réactif. Eh bien, moi, même en réfléchissant à ça, je me dis que finalement, l'homme, parce qu'on parle de désir spontané, parce qu'il est facilement il a un désir qui est plus simple, l'homme. Mais il est réactif dans le sens où il est réactif à des stimuli visuels. Mais les stimuli visuels, comme je disais tout à l'heure, sont facilement, on les trouve facilement, alors que la femme va être plus réactive à des stimuli d'intimité, de proximité, de caresse, de toucher, donc qui demandent déjà un rapprochement des corps. Et vous expliquez, on lit, que la satisfaction sexuelle est liée à la qualité de la communication dans le couple, en réalité. Tout à fait. Il y a eu même des études qui ont montré que le fait que le couple dure, c'est même pas lié à la qualité de la sexualité, c'est lié à la communication, à l'absence de violence, évidemment, et à la volonté que le couple dure. Quand le désir vient à manquer, si la baisse de la libido dans un couple qui dure est très souvent le fait de la femme, vous dites que c'est toujours du côté du couple qu'il faut s'interroger. Toujours. Un symptôme sexuel dans un couple est toujours le symptôme du couple, même si c'est l'un ou l'autre qui le porte. Alors, dans votre ouvrage, bien évidemment, vous parlez des préliminaires. Et les préliminaires, vous dites l'art des préliminaires, ce qu'on appelle aussi, je crois, vous citez les intermèdes. Oui, parce que c'est ce qui est... La notion de préliminaire, c'est ce qui viendrait avant la pénétration. Ça, c'est la définition du préliminaire. Or, ce qui vient avant la pénétration est aussi de la sexualité. Ce n'est pas que... en rapport sexuel, ce n'est pas que de la pénétration. Sinon, par exemple, les personnes qui ont une sexualité non pénétrative, comme par exemple les couples de femmes qui peuvent avoir une sexualité non pénétrative, mais qui peuvent avoir une sexualité pénétrative aussi, n'auraient pas de rapport sexuel, ce qui est complètement bête de dire ça, vous voyez. Donc la sexualité, c'est tout. Alors ça m'a amusé, ça m'a intéressé, parce que vous dites l'art des préliminaires, en fait, date du milieu du XXe siècle. Tout à fait. C'est quelque chose de tout à fait récent et la durée est estimée à 15 minutes en moyenne. Ah, je pense que il faudrait avoir d'autres études plus récentes, mais je pense que plus ça va augmenter. Et vous dites que la majorité des femmes ont des orgasmes au moment des préliminaires et très peu lors de la pénétration vaginale. C'est ça, parce que en fait, les femmes vont avoir des orgasmes par stimulation externe du clitoris, la plupart du temps, et pas par la pénétration, même si c'est possible d'en avoir par la pénétration, évidemment. D'où l'importance de ce moment, et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à en parler. L'importance des baisers, vous insistez beaucoup dessus, même si dans certaines sociétés, c'est considéré comme une pratique anormale ou contre nature. C'est ça. Il y a même des études qui ont montré que dans les couples qui durent, les couples qui duraient le plus longtemps, c'était ceux qui s'embrassaient le plus. Ceux qui sont le plus satisfaits de leur relation conjugale. Alors vous dites, les baisers sont le signe d'une intimité, ils parlent aussi du désir sexuel, mais du besoin de tendresse, d'attachement, l'envie d'être ensemble, l'envie de donner, l'envie de recevoir. Donc il y a tout ça dans le baiser. Il y a tout ça dans le baiser, oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose qui est sous-estimé, le fait de s'embrasser. On parle maintenant de l'érection. L'érection, symbole même de la virilité. Vous dites que les troubles de l'érection sont de plus en plus fréquents, même chez des hommes plus jeunes, et évidemment source de souffrance importante avec une baisse de l'estime de soi. Alors, on voit de plus en plus d'hommes jeunes venir pour des troubles de l'érection. Il y en a de plus en plus qui ont des troubles de l'érection. Ça vient aussi beaucoup de l'angoisse de performance. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas avoir une érection de qualité si on est soumis en permanence à un stress, qu'il soit stress de performance, mais aussi stress professionnel, etc. Et puis, il y a aussi l'influence néfaste de la pornographie. Vraiment, on sait aujourd'hui, des études ont montré qu'il y a plus de troubles de l'érection chez des jeunes
qui regardent de la beaucoup de pornographie. Exactement, oui. Et on s'aperçoit que c'est de plus en plus jeune, quoi, l'accès à la pornographie. C'est de plus en plus jeune, malheureusement, et en plus, donc, ça va éteindre, en fait, le désir. C'est vraiment, ça crée un épuisement du désir, ça crée des troubles de l'érection, une éjaculation retardée, des difficultés d'accès à l'orgasme. Donc, vraiment, la masturbation, oui, bien sûr. Au contraire, c'est important, mais la plupart du temps, sans pornographie. La psychiatre que vous êtes reçoit beaucoup ses patients. Les solutions sont des solutions qui peuvent être médicamenteuses et des solutions qui peuvent être thérapeutiques. Alors, sur les solutions médicamenteuses pour les troubles de réaction, elles existent, évidemment. Mais pour les hommes jeunes, je trouve que ça devrait tout le temps être un truc de deuxième intention. Vraiment, la première chose à mettre en place, c'est des règles hygiéno-diététiques. Ben, le tabac, on sait, le tabac, c'est contre l'érection. Ça ne favorise pas l'érection, bien au contraire. Le manque d'activité physique, le manque de sport, le manque de sommeil, tout ça, ça provoque, ça favorise les troubles de l'érection. Et le périnée, les hommes ne connaissent pas leur périnée. Or, le périnée, c'est un muscle qui est essentiel pour maintenir et augmenter la qualité de ces érections. Vous dites que c'est la base de la thérapie sexuelle des troubles de l'érection. C'est la base, tout à fait. D'autres traitements, donc l'érection, ce qu'on savait, nous, c'est un symptôme précurseur des problèmes cardiovasculaires. L'érection est un mécanisme d'abord vasculaire. Tout à fait. Donc les artérioles étant toutes petites au niveau du pénis, c'est les premières qui vont être soumises aux maladies cardiovasculaires. Donc, ça peut être un symptôme sentinelle, donc précurseur d'une maladie cardiovasculaire débutante. Donc, un trouble de l'érection, notamment à partir de 45-50 ans, doit systématiquement faire rechercher une maladie cardiovasculaire. Donc, on demande un bilan cardiaque. Autre chose qu'il faut demander, qui est souvent sous-estimée, c'est les apnées du sommeil. Donc, il faut aussi, notamment aussi chez les jeunes hommes jeunes, rechercher une apnée du sommeil. Surtout s'il y a un trouble s'il y a une perte de l'érection matinale. Vous évoquez dans les moyens d'améliorer son érection. Donc, il y a beaucoup de conseils. Je suis resté plus sur l'aspect psychologique puisque vous êtes psychiatre, mais vous insistez beaucoup sur l'activité physique. Faire du sport, pratiquer une activité physique, n'importe laquelle, mais bouger. Et les troubles de l'érection sont présents chez 30%, un petit peu plus de 30% des sédentaires, et seulement chez 13% des sportifs. Et oui. Alors, mais bouger, avoir une activité physique, pas forcément de la course à pied, pas du tout dans la recherche de la performance, mais bouger, mais c'est indispensable en termes de santé physique, mentale, sexuelle. Il y a tout à gagner à avoir une activité physique régulière. Les patients qui viennent vous voir viennent sur la pointe des pieds. Vous dites seulement 20%, 22% des hommes consultent un médecin pour leurs troubles. Et encore, ils consultent un médecin généraliste. C'est à peu près 5% qui consultent un sexologue. Alors que plus des 2 tiers ont ressenti des inquiétudes par rapport à leur érection. Donc, Donc c'est ça moi, que j'essaie de faire dans mon métier. Et c'est aussi pour ça que je suis ici. C'est pour encourager les hommes, leur dire qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils peuvent consulter, qu'il y a des choses que l'on peut mettre en place, qu'on peut les aider, qu'il ne faut pas qu'ils négligent ça, parce que c'est important pour la satisfaction de sa propre vie entière. On a évoqué le rôle du périnée dans le mécanisme de l'érection, donc je ne vais pas insister dessus. Par contre, vous donnez des chiffres sur l'éjaculation prématurée. Et vous dites, en France, près de 40% des hommes souffrent, ou parfois, ou souvent, d'éjaculation prématurée, avec un pic de fréquence, contre toute attente, entre 35 et 39 ans. C'est ça, oui. Mais alors, contre toute attente, parce qu'on pourrait imaginer que c'est quelque chose qui touche plutôt l'homme jeune ou inexpérimenté. Et en fait, ça touche vraiment tous les âges et il ne faut pas attendre pour traiter une éjaculation prématurée. Plus on attend, plus ça va être difficile de changer ses modalités d'excitation. Mais ça se travaille, encore une fois, et ça se travaille aussi dans le rapport au corps. Alors vous expliquez, vous dites que les dames supportent en général moins bien l'éjaculation prématurée qu'un trouble de l'érection. C'est ça, parce que dans l'éjaculation prématurée, il y a l'idée que l'homme serait égoïste et qu'il prendrait son plaisir tout de suite,
alors que ce n'est pas ça du tout. Il faut que les femmes le sachent. Et dans le trouble de l'érection, les femmes vont se dire « Oh, le pauvre, c'est vrai que c'est dur d'avoir un trouble de l'érection ». Donc, elles sont plus compatissantes. Vous dites qu'elles peuvent se sentir blessées d'être si peu prises en compte également. Dans les troubles de l'érection, elles peuvent se sentir blessées d'être pas désirées, par exemple. Mais encore une fois, il faut différencier érection, excitation, désir. C'est pas parce qu'on n'a pas d'érection ou d'excitation qu'on n'a pas de désir. Il y a une excitation qui est cérébrale et une excitation qui est physique. Ce n'est pas la même chose. On peut avoir par exemple une érection spontanée, comme le matin, sans avoir de désir, et on peut ne pas avoir d'érection et pourtant avoir du désir. 4-5 érections nocturnes, c'est 4-5 la moyenne érections nocturnes, c'est une moyenne. À propos de l'orgasme masculin, vous dites qu'il a été très très peu étudié du point de vue scientifique, évidemment compris comme un phénomène purement mécanique. Et vous dites, bon nombre d'hommes avouent ne pas avoir d'orgasme systématiquement lors des relations sexuelles, ce qui est loin de nos représentations. Exactement, en fait. Ça c'est le dernier tabou que je pense qu'il va être levé là, dans quelques années, dans les années qui viennent, c'est le fait que les hommes n'ont pas forcément des orgasmes à chaque fois, que eux aussi simulent. Donc il y a des études qui ont montré que les hommes simulaient vraiment. On a dans l'idée que orgasme et éjaculation, c'est la même chose. Or, ce sont deux circuits neuronaux différents. Un qui est prédominamment cérébral et l'autre qui est local, génital. L'éjaculation, c'est un phénomène génital. L'orgasme, c'est un phénomène général cérébral. Donc on arrive au terme de la première partie de cette émission. Les conseils que donne le psychiatre, qu'est-ce que vous avez constaté depuis l'avènement, enfin depuis les événements dont a parlé Nicolas? Donc plus de patients viennent vous voir ou ça reste très très difficile? Alors, moi, ce que je constate dans ma consultation, c'est que j'ai de plus en plus d'hommes qui consultent. Ça, c'est sûr. Les hommes consultent plus. Et quand les hommes consultent, ils consultent toujours pour des troubles qui les empêchent de donner du plaisir à leur partenaire. C'est-à-dire qu'ils consultent toujours parce qu'ils ont envie de donner du plaisir à leur partenaire et à cause de leurs troubles, ils n'y arrivent pas. Alors que les femmes, elles vont consulter pour des troubles qui leur empêchent d'avoir du plaisir à elles. Donc les hommes accordent peu d'importance à leur propre plaisir et à leur propre ressenti, ce qui, je pense, est vraiment une erreur. C'est-à-dire que les hommes doivent apprendre aussi à faire attention à leur propre ressenti, leur propre plaisir et à se concentrer sur eux. Docteur Causse, je vous remercie. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La sexualité masculine dans tous ses ébats. On continue notre discussion après une courte pause. On continue en deuxième partie après une petite pause. Moi, je suis très content de cette première partie. Mais je vais parfaitement bien. Je m'en rends compte en parlant avec le docteur Céline Causse. Je ne sais pas pour vous, Serge Rafal. Il me fait un oui de la tête. Je crois qu'on a vu un oui de la tête. Et puisque vous avez parlé dans cette première partie de l'auto-érotisation et de la masturbation, cette phrase très connue de Woody Allen, la masturbation, l'occasion qui m'est donnée de faire l'amour avec la personne que je préfère au monde. On se retrouve en deuxième partie. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J.
Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. De retour pour cette deuxième partie de Réfoy. Réfoy le mag avec le docteur Céline Coste, la sexualité masculine dans tous ses ébats, paru chez Fayard. Donc je le disais en introduction, psychiatre, psychanalyste, sexologue. On sait depuis Freud que tout est sexe, ce à quoi Einstein avait dit tout est relatif, mon petit Freud. Est-ce que vous confirmez ce triumvirat de vos fonctions, psychiatre, psychanalyste, sexologue? Est-ce que pour vous c'était une évidence absolue? Est-ce que vous constatez dans votre patientèle que finalement ces trois activités de l'âme et du sexe et de la sexualité sont tout à fait liées et imbriquées? Alors c'est lié, c'est imbriqué, mais on ne peut pas dire par exemple que la santé mentale soit directement liée à une sexualité épanouie, par exemple. Ça, c'est faux. On peut avoir une très bonne santé mentale et ne pas avoir du tout de sexualité, comme on peut avoir une santé mentale très fragile et avoir une hypersexualité. Et une sexualité un peu fragile, un peu, voilà, on en a parlé dans la première partie, n'est-elle pas induite par toujours un comportement psychologique, mental, qui serait défaillant? Alors, pas défaillant, mais... Fragile en tout cas? Même pas fragile, non, je dirais pas ça. Je dirais, c'est le symptôme sexuel est une loupe que l'on met sur son mode de fonctionnement et sur son mode d'être au monde. Par exemple, quand on a une angoisse, un trouble de l'érection par angoisse de performance, ça vient mettre la loupe sur le fait que dans notre rapport aux autres, dans notre rapport au monde, dans notre rapport au travail, on est dans la performance, par exemple. Donc c'est une loupe et il s'agit de comprendre qu'est-ce que ça veut dire de son rapport à soi, de son rapport aux autres, de son rapport au monde. Par exemple aussi, il y a plein de troubles sexuels qui sont liés à une culpabilité très importante. Quand on a une culpabilité très importante, on a du mal à prendre du plaisir. Donc on a du mal à prendre du plaisir dans sa vie et dans sa sexualité, ce qui va donner des problèmes d'orgasme, par exemple. Donc c'est une loupe. Quand on a des problèmes d'orgasme, on va aller rechercher ça. Est-ce qu'il y a de la culpabilité, etc. Et on ne parle pas de tout ce qui est traumatisme, des traumatismes sexuels. Aujourd'hui, moi, dans ma patientèle, j'ai 95% des hommes, des femmes surtout, qui ont subi des traumatismes sexuels, et des hommes aussi, hein, bien sûr. Les hommes, là, c'est la prochaine étape, je pense, c'est la libération de la parole des hommes. Hein, parce que c'est en train de venir. C'est en train de venir. Et moi, j'attends vraiment ça, parce que les hommes ont beaucoup plus de mal. Il y a une honte, vraiment une culpabilité. C'est à ça qu'il y a un tout petit prorata de votre patientèle qui vient en cabinet vous voir. Vous disiez dans la première partie, j'ai très très peu d'hommes qui viennent consulter alors qu'ils en auraient besoin. C'est quoi? C'est l'intimité? C'est la prise de parole? C'est la honte aussi. La honte? Oui, beaucoup la honte, la culpabilité, le sentiment d'être faible, fragile, alors que non, au contraire. C'est accepter, l'acceptation c'est une force. La dévirilisation dont parle notre amie Sandrine Rousseau de temps à autre, hein, peut-être. Juste techniquement, puisqu'on sait que vous l'avez dit également en première partie, les femmes ont besoin d'une séduction, d'un entre-gens plus aimable, plus séductif. La célèbre phrase de Marguerite Duras, qu'aime à répéter très souvent Fabrice Lucchini, les femmes jouissent par l'oreille. Ça, c'est très important. Est-ce que la différence entre les hommes et les femmes qui viennent vous consulter pour des problèmes sexuels, est-ce que vous pouvez en dresser des catégories tout à fait précises? Les hommes, ce serait pour ça, les femmes, ce serait pour ça? Alors, les hommes, oui et non. Hein, quand les hommes viennent consulter, ce que je disais tout à l'heure, c'est toujours qu'ils s'intéressent au plaisir des femmes. C'est-à-dire comment donner du plaisir à leur partenaire. Donc, ils ne viennent pas consulter pour eux-mêmes. Mais ça, c'est aussi leur difficulté à eux, hein, les hommes, d'aller chercher en eux ce qui pose problème. Un homme qui vient consulter pour un trouble de l'érection, il va être très, très déçu de s'entendre dire que c'est psychologique. Lui, il va imaginer que c'est mécanique. Tu me donnes un traitement médicamenteux, hop, 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 on n'en parle plus et c'est réglé. Pas du tout. Mais dans l'immense majorité des cas, pas du tout. Moi, je refuse de donner un traitement médicamenteux en première intention. Donc, je leur dis toujours, c'est un travail sur vous. Sinon, ça va se répéter et ça va s'aggraver.
Donc c'est vraiment un symptôme, c'est-à-dire un signe de quelque chose. Et la question à l'inverse, est-ce que vous avez des hommes qui viennent vous consulter en tant que psychiatre, psychanalyste et dont vous supputez qu'ils ont un problème d'ordre sexuel? Mais tout le temps. Tout le temps? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup, beaucoup d'hommes qui viennent consulter pour autre chose. Mais même la première raison de consulter un psychiatre, c'est la dépression. Hein. Dans la dépression, il y a toujours des troubles sexuels qui peuvent être cause ou conséquence de la dépression. Ou cause ou conséquence, conséquence des traitements médicamenteux aussi. Donc il y a forcément toujours, au moins à un moment donné, quelque chose de l'ordre de la sexualité. Quelle est la technique? Là, vous l'écoutez, vous lui posez peu de questions. Dépression. Ouais. Quelle est la technique en tant que psychanalyste? Alors, pour la dépression, je reprends ma casquette de psychiatre, en général, parce que souvent, ils viennent après, surtout les hommes, hein, ils ont beaucoup de mal à consulter, donc ils viennent après une évolution qui dure depuis 1 an, 2 ans de dépression. Vraiment, ils sont très mal. Donc là, on va mettre quasiment, pas d'emblée, mais quasiment d'emblée, un traitement médicamenteux par antidépresseur qui va permettre de les traiter rapidement, plus rapidement que par thérapie. Et souvent, en plus, ils viennent parce qu'ils ont déjà fait une thérapie et ils sont toujours mal. Enfin, je veux dire, c'est compliqué, la dépression. Sans nous inviter complètement dans le cabinet, on ne peut pas reproduire la réalité du terrain, mais vous disiez en première partie, les jeunes, qu'il y avait des ravages liés à la pornographie, au film porno. À la masturbation systématique sur de la pornographie. Pas la pornographie en tant que telle, mais sauf qu'on ne regarde jamais de la pornographie comme on regarde un film. C'est le modèle. Mais ils reproduisent après, c'est ça le souci. Ils veulent reproduire. Alors, c'est même pas tant. Alors, ils se comparent déjà en termes de performance, de taille de leur pénis. Donc, ils comparent. Donc, c'est toujours à leur désavantage. Vous dites que pour les femmes, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais pour les hommes, oui. Exactement. Pour les femmes, jamais, parce que le vagin est un organe qui s'adapte à la forme et à la taille du pénis. Hein, donc, quelle que soit la forme et la taille du pénis. Il y a 2% des femmes qui aimeraient que le pénis de leur conjoint soit plus gros. Mais 2%, c'est rien. 2% et 5% qui aimeraient qu'il soit plus petit. Ah ouais. Donc, vraiment, les hommes doivent se rassurer sur ça. Alors, la question initiale, c'était comment... est-ce que vous avez déjà des jeunes, J'ai plein de jeunes hommes qui viennent. Qui ne comprennent pas d'où vient leur rapport problématique à la sexualité, peut-être parce qu'ils ont regardé des films, et que vous questionnez à l'aide de votre technique, et comment les aider finalement pour leur faire comprendre, toucher du doigt, comment les aider en leur disant c'est pas, il faut pas, on se fiche de la performance, c'est pas performatif, tout ça, c'est comment. Alors, je leur parle beaucoup pour les aider déjà dans un premier temps. Je leur parle des études sur les conséquences de la masturbation sur de la pornographie, ça c'est clair, et je leur dis qu'il faut arrêter. Donc quand il n'y a pas d'addiction réelle à la pornographie, ça se passe sans problème. Hein. Vraiment, ils arrêtent, voilà. Bon, le problème, c'est quand il y a de l'addiction à la pornographie, mais ce n'est pas le cas le plus fréquent. Et puis surtout, je vais leur parler beaucoup, beaucoup de comment fonctionne la sexualité féminine, pour leur apprendre aussi que ce n'est pas que avec leur pénis qu'ils vont réussir à faire jouir une femme. Et donc ça aussi, ça les détend et ça remet les choses un peu en perspective. Et ils se disent, même si avec mon pénis, j'y arrive pas parce que j'ai un trouble de l'érection, ce n'est pas grave, j'ai d'autres moyens de faire plaisir à ma partenaire. Une question sur la circoncision. Oui. Qui n'est absolument pas gage à la fois de souffrance dans un sens et de plaisir dans l'autre, ni l'une ni l'autre, ni souffrance ni plaisir, vous confirmez? Alors, c'est-à-dire, la circoncision n'a pas de conséquences... N'a pas d'incidence sur le plaisir. Sur le plaisir sexuel. Absolument non, aucun. Et il y a, vous donnez le chiffre dans votre livre, il y a entre 10-20% de personnes circoncises en France déjà, et ça représente à peu près 660 millions dans le monde. Oui, il y a beaucoup de circoncis, alors que ce soit pour des raisons religieuses ou pour des raisons médicales. Les raisons médicales, clairement, elles pourraient être diminuées grandement parce qu'on s'est aperçu qu'on faisait des circoncisions médicales pour des phimosis qui en réalité étaient physiologiques et traitées par des médicaments. Oui, pouvaient être traitées par des médicaments. Mais
en termes de plaisir sexuel, la circoncision ne diminue pas le plaisir sexuel, ça c'est sûr. On va en parler avec le docteur Vladimir Mitz, de la chirurgie esthétique du pénis. Est-ce qu'il y a des gens, des garçons, des hommes qui viennent vous voir? Vous avez parlé de la taille. Est-ce que de la forme du pénis, est-ce que ça pose un souci cérébral? Oui, sur certains, mais concernant la taille, les hommes vont être rassurés assez facilement, moi je trouve. Je n'ai pas eu en consultation de patients qui aient vraiment envie d'une augmentation de la taille de son pénis. Ça, j'ai jamais eu. Même si j'ai des hommes qui ont authentiquement un micro-pénis, donc je rappelle, c'est en dessous de 7 cm en érection. Donc même ces personnes-là, ils n'ont pas eu l'envie d'avoir une chirurgie. C'est pas le motif de la consultation. Oui, voilà, c'est ça. Ce sera la même question qu'on va poser au docteur Vladimir Mitz dans cette chronique chirurgie esthétique autour des problématiques masculines. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Vladimir, est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui consultent et pourquoi? Bonjour, chers amis. Bonjour. Il y a un phénomène de société étrange qui est la prédominance du visuel. Et donc, beaucoup d'hommes se regardent. Ils pensent que les femmes... Le docteur en parlait, Céline Causse les en regardent parlait, aussi. Bien sûr. Et puis, c'est vrai qu'il s'est créé depuis une vingtaine d'années une sorte de sous-spécialité dans le domaine de la chirurgie réparatrice et esthétique qui concerne les organes sexuels féminins et masculins. Les organes sexuels féminins sont régulièrement traités dans nos congrès et le problème des organes sexuels masculins intéresse jusqu'aux plus hauts scientifiques de notre spécialité. Il y a eu 2 séances à l'Académie de chirurgie, dont je suis membre, consacrées à l'impuissance et aux troubles sexuels, aux troubles de performance, en quelque sorte, de l'homme. Parce que ça amène beaucoup plus de concepts qu'on ne suppose. Tout à fait. Et donc, vous en parliez avec beaucoup de justesse tout à l'heure, il y a un problème physique chez un homme qui n'y arrive pas, et il se demande quel est le problème mécanique qui serait à l'origine de son impuissance. Et donc, au cours de ces études, on n'apprend rien du tout là-dessus, mais au cours des congrès, on apprend qu'il y a eu des investigations importantes qui ont été faites sur la vascularisation du pénis et que lorsqu'il existe un athérome, il peut se produire dans un grand nombre de cas des hommes qui n'y arrivent pas. Et donc, les solutions chirurgicales étaient multiples. Elles allaient depuis de la microchirurgie, c'est-à-dire comme pour le cœur, quand on fait un pontage coronarien parce que le cœur ne reçoit pas assez de sang, il y a maintenant des techniques de pontage au niveau vasculaire, au niveau du pénis, pour amener du sang neuf, si j'ose dire, pour que l'érection puisse se refaire. Il y a d'ailleurs des grands avocats de ce type de chirurgie chez des chirurgiens plasticiens mécanistes ou urologues. À l'inverse, à côté de ce problème mécanique, il y a un problème esthétique qui est en face, qui est très différent, qui est ce que vous disiez. Qu'est-ce qui se passe quand on pense que son pénis n'est pas à la hauteur, il est trop petit? Et là, il s'est développé un certain nombre de techniques chirurgicales qui permettent d'améliorer en quelque sorte ce perçu du visuel. Déjà, le fait de se faire opérer de cela, c'est quelque chose qui peut rassurer un homme qui pense que c'est à cause de ce petit pénis ou ce pénis qu'il trouve trop petit qu'il n'y arrive pas. Vous parlez souvent de dysmorphophobie dans vos chroniques. Est-ce que là, ça en fait partie? Oui, ça fait partie c'est un grand chapitre. Ne pas aimer son corps, ne pas le voir comme il est. Oui, et ne pas aimer son pénis ou ne pas y arriver à cause de cela, c'est un des vrais signes de la dysmorphophobie. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ces hommes ils vont voir des chirurgiens qui se sont spécialisés dans 2 types de chirurgie. Le premier, qui est l'augmentation du diamètre de l'organe, par essentiellement des injections de graisse, c'est-à-dire qu'on prélève de la graisse sur le patient et on augmente par de plus multiples injections le périmètre, le diamètre. Un grand danger est si l'on propose à ce patient un peu crédule, non pas d'injecter de la graisse, mais d'injecter des huiles, de la paraffine, de la vaseline, même de l'acide hyaluronique, parce que ça entraîne des conséquences parfois dramatiques et des nécroses. Mais dans cette tentative d'augmenter le périmètre de sa verge, il y a des solutions, mais en général, cette solution, elle va aboutir à une insatisfaction. C'est jamais assez. Et c'est là où la dysmorphophobie
entre en ligne de compte et peut-être que vous en voyez de ces ratés de la chirurgie esthétique des organes sexuels masculins parce qu'ils ne sont jamais satisfaits, c'est jamais assez beau. On ne guérit pas un complexe par de la chirurgie. Voilà. Eh oui. Maintenant, il y a une autre possibilité aussi, c'est qu'il y a des troubles au moment de l'érection de la situation de la verge. C'est-à-dire certaines verges restent un peu enfouies et un peu trop verticales. Et donc là, il y a une opération qui est un petit peu particulière, qui consiste à couper un ligament en profondeur, qui en quelque sorte fait comme si on abaissait le pont-levis et la verge se trouve projetée un petit peu plus en avant. C'est aussi une opération chirurgicale qui parfois est combinée à ces augmentations de périmètre. Personnellement, je suis de votre avis. Je crois qu'il y a un très grand respect à avoir sur l'anatomie normale de l'individu et que derrière cette peur, cette accusation de ne pas être à la hauteur, il y a d'autres problèmes beaucoup plus profonds et qui sont cachés. Et donc, personnellement, moi, dans ma pratique, j'ai complètement arrêté. Je ne veux plus m'occuper de ce type de chirurgie, mais j'ai des collègues qui s'en occupent, qui ont fait fortune, qui en sont très satisfaits, parce qu'il existe un nombre, mais incommensurable, de patients qui se mécanisent en quelque sorte leur impuissance et leur incapacité à se sentir à la hauteur de l'érection dont ils voudraient être responsables. Donc les traitements pour lutter contre cette impuissance masculine, ce sont ceux que vous venez de décrire. Les traitements chirurgicaux, mais il faut s'en méfier énormément et l'on peut les prescrire ou les utiliser que quand réellement on a une bonne indication. C'est-à-dire qu'il y a un problème très précis que l'on peut traiter et que tout le reste, le problème psychologique, a été considéré comme stabilisé par ailleurs. Ça devrait être vraiment l'opération de dernier recours, avec après tout ce qui est mesure hygiéno-diététique, parce que quelqu'un qui a un trouble de l'érection à 50 ans ou à 55 ans, en raison d'une hygiène de vie défectueuse, déplorable depuis 30 ans, c'est pas l'opération qui va lui sauver la vie. Hein. Ce qui va lui sauver la vie, c'est d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire, de bien manger, de se remettre au sport. Voilà, c'est ça qui va lui sauver la vie. Et son érection. Et Vladimir, vous souhaitiez aborder ce thème dans cette chronique du jour, profitant de la présence du docteur Céline Causse. Vous avez des patients qui viennent vous voir pour changer de sexe. Voilà. Transformer des femmes qui veulent devenir hommes, des hommes qui veulent devenir femmes. Alors je pense que il y a une certaine libération de la conception du genre, c'est-à-dire que devenir celui qu'on a envie d'être est quelque chose qui est à la mode. Et donc il y a très certainement beaucoup d'hommes qui veulent se transmuer en femmes, ce qui techniquement est réalisable, mais il y a aussi un grand nombre de femmes qui veulent devenir hommes. Alors, devenir homme pour une femme, c'est un sacré challenge. Ça commence par le visage, parce qu'il faut masculiniser le visage, masculiniser les orbites, faire en sorte que le visage soit plus carré, que le menton soit mieux indiqué. Donc ça, ce sont des choses très particulières. Mais au niveau sexuel, cela fait maintenant bien une 50aine d'années qu'on a cherché comment peut-on réaliser un sexe masculin à partir de l'anatomie féminine. C'est extrêmement compliqué et parce qu'il faut apporter des tissus. Et puis une fois qu'on a apporté des tissus, il y a deux écueils importants. C'est l'orifice urinaire. Est-ce qu'on peut vraiment recréer un conduit urinaire au niveau depuis l'urètre féminin jusqu'à l'extrémité de cette verge reconstruite? Dans presque 90% des cas, il se produit des fistules, beaucoup de soucis, ce qui fait que dans la majorité des patients qui sont actuellement opérés, on ne recherche plus à faire ce prolongement en quelque sorte de l'urètre et pour uriner, ces êtres qui sont transformés de femmes en hommes vont uriner quand même assises par leur urètre naturel. Par contre, il est possible effectivement de recréer un fourreau qui reproduit la verge. Il y a plusieurs techniques pour cela. Les techniques les plus anciennes consistaient à prendre la peau du bas-ventre qui était enroulée sur elle-même. Et puis après, on est passé à la microchirurgie. Elle consiste à prendre l'avant-bras, tout le tissu pratiquement de l'avant-bras, qui va être enroulé sur lui-même pour créer une sorte de cylindre et qui va être transformé par microchirurgie, c'est-à-dire en recousant les petites artères et les petites veines. Et une fois que cela est fait, on a quelque chose qui est assez cohérent, mais il reste le problème de l'érection qui n'est pas résolu. Et je me souviens à l'époque de mon maître Raymond Villain, dont je parle souvent, il avait eu lui-même l'idée, parce qu'on avait eu quelques cas d'amputation traumatique aussi de la verge ou de suicide chez des hommes qui s'étaient sectionnés la verge et qui demandaient leur reconstruction,
comment faire. Et donc, il avait imaginé un système avec un petit ballonnet qui était placé devant l'os pubien, ce qui fait qu'en appuyant sur ce ballonnet, on gonflait une prothèse avec du liquide qui était à l'intérieur de la verge, ce qui recréait une érection. Maintenant, c'est beaucoup plus simplifié. On dispose d'espèces de verges artificielles qui sont en silicone et que l'on introduit et qui peuvent se replier à un endroit parce que sinon, elles seraient en érection permanente et c'est très gênant pour la vie quotidienne. Et donc, l'imagination des chirurgiens s'est portée sur cette reconstruction de l'anatomie pour essayer de transformer une femme en homme. Techniquement, c'est possible. En France, cela se fait dans un certain nombre de centres. Et pour ces changements de sexe, il y a un progrès très important au niveau juridique qui a été fait. C'est qu'avant, il fallait attendre plusieurs années, il fallait avoir une authentification par plusieurs examens psychiatriques, psychologiques, pour que l'état civil aussi soit à la suite également modifié. Parce que c'était une étape très importante chez ces patients qui sinon font des dépressions chroniques. Et actuellement, c'est relativement facilité et on arrive, après 1 année ou 2 d'application, de pouvoir réellement devenir un homme quand on a été une femme et ne pas en avoir honte et ne pas être appelé partout monsieur parce que sur l'état des madame parce que sur l'état civil il reste ce terme de madame. Merci Vladimir Mitz pour cette chronique chirurgie esthétique. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble. Il y a tellement de sujets. L'amour, le couple. Qu'est-ce que c'est l'amour? Mais comment vous voyez en tant que spécialiste, en tant que professionnel, l'évolution des rapports hommes-femmes depuis quelques années? Vous en avez raconté un petit extrait, un petit bout en première partie. Est-ce que la galanterie est un petit peu moins présente? Les femmes la regretteraient? Les hommes osent un peu moins depuis MeToo, évidemment. Non, je dirais que ce qui évolue le plus, à mon avis, c'est le couple. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend du couple? La façon de l'envisager. La façon de vivre le couple, de l'envisager. Aujourd'hui, rares sont les personnes qui envisagent un couple qui dure pendant 40 ou 50 ans. On a tous plus ou moins compris que déjà, si ça dure 10, 15, 20 ans, c'est déjà pas mal. On envisage de plus en plus des couples successifs, voire de nouvelles modalités de couple. Alors, il y a beaucoup de... Alors, même si ça reste des choses qui sont très à la marge, genre le polyamour, ou alors l'infidélité, par exemple. L'infidélité, il y a quelques années, l'infidélité, c'était encore... J'aimais énormément cette phrase, les relations extra-conjugales. C'est exactement comme les relations conjugales, sauf que le plus souvent, c'est extra. Exactement. Le lieu préférentiel où se retrouvent, je cite votre livre, où se retrouvent les hommes et leurs maîtresses. Alors, c'est chez la maîtresse dans 53% des cas. J'étais surpris. Ouais, dans un hôtel, 47%. Chez soi, dans 40%. Peut-être que les hommes rechignent moins à faire venir leur maîtresse chez eux que les dames qui adultérinent fassent venir leur amant chez elles. Ou alors les femmes adultérines sont... les femmes qui reçoivent leur amant, elles sont plus souvent les célibataires peut-être. Certainement. Dans la voiture, 45%. Dans un lieu public, 28%. Et au bureau, 19%. Dans un club ou une boîte de nuit, 18%. Tiens, on a une petite musique pour terminer l'émission. Voilà, puisqu'on parle de l'amour. Le groupe 10cc. Je vous avouerai que j'ai appris la définition de 10cc. Voilà, on termine sur une petite... musique que tout le monde connaît. Mais bien sûr, I'm Not in Love. Puisque je viens de parler des boîtes de nuit, il n'y a plus de slow dans les boîtes de nuit. Donc comment on fait pour se rencontrer? Il y a les algorithmes, il y a Tinder, il y a la rue. Ou Tinder, méfions-nous. Il y a une étude qui est parue quand même sur Tinder. Il y aurait quand même 60% des personnes qui sont déjà en couple. Ouais. Donc ça reste pas beaucoup de célibataires. Effectivement. Et je laisse nos auditrices et nos auditeurs, j'espère qu'il y avait plein d'auditrices aujourd'hui et d'auditeurs, chercher la définition de 10cc. Voilà, I'm Not in Love. Ça a été un slow. Docteur Serge Rafal, vous avez dansé là-dessus. J'ai dansé Vladimir, pendant des années. Dans les boîtes de nuit. 10cc. Je vous laisse regarder la définition de 10cc, parce que ma morale personnelle m'invite à ne pas prononcer ce mot à l'antenne. Je ne peux pas. Donc vous regarderez. Voilà, vous regarderez. En tout cas, on a été ravis de vous accueillir, docteur Céline Causse, pour vos 2 ouvrages.
On a parlé grandement de la sexualité masculine dans tous ces ébats aujourd'hui parus chez Fayard et on vous invite évidemment à vous procurer ce livre. Est également déjà paru la sexualité en poche, la sexualité féminine dans tous ces ébats. Vous reviendrez parce que je sens, avec plaisir. J'entends que nos auditrices se disent bon alors et nous. Voilà, Eh bien ce sera égalité. Égalité. Comme ça, ce sera l'objet d'une prochaine émission. Merci d'être venu. Merci Vladimir Mitz. Merci Serge Rafal. Merci Serge Surpin, notre disc-jockey merveilleux et chapeauté. À la semaine prochaine. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J.